Avant de parler du film proprement dit, peut-être nous dire, Olivier, comment tu es arrivé un petit peu au cinéma et qu'est-ce qui t'a donné envie un jour de prendre la caméra et d'avoir ce geste de nous raconter des histoires autrement. Voilà. Alors la question est vaste. Il y a plusieurs chemins pour y répondre. Je vais essayer d'être concis. Je crois qu'il y a une explication qui serait par la cinéphilie, parce que j'ai eu la chance de rencontrer, alors que j'étais très jeune, une dame passionnée de cinéma qui était distributrice de son métier et donc qui avait, j'étais copain avec son fils et qui avait chez elle une tonne de cassettes VHS à l'époque. En plus, elle tenait un cinéma, on a travaillé dans ce cinéma, j'ai pu voir des films très jeunes et je pense que ça a joué un rôle. Maintenant, il y a peut-être une explication un peu plus intime aussi, qui est comment est-ce que quand on grandit, mais comment est-ce qu'on se relationne au monde qui nous entoure. Moi, j'ai toujours été assez solitaire et en même temps, je pense que comme tout le monde, un besoin de sentir qu'on fait part du groupe. Et une des manières, ça a peut-être été justement de raconter ce que je voyais autour de moi, de raconter des histoires pour pouvoir, de manière médiée, justement, les montrer et qu'il y ait un lien qui se fasse, quoi. Ça, c'est peut-être aussi une réponse. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ce qui m'a amené aussi, au-delà de l'école de cinéma, parce que j'ai fait une école de cinéma, donc l'IAD en Belgique. Un petit peu avant ça et surtout après, je me suis beaucoup intéressé à la radio. En grosse partie parce que bon, j'en écoutais déjà aussi beaucoup chez moi le soir tard, mais disons ce qui m'a beaucoup plu, c'est la place qui était laissée à l'imaginaire, évidemment. Enfin, tout le monde parle de ça quand on parle de la radio, mais évidemment, on se crée ses propres images, et je trouvais ça assez. Voilà, j'aime bien ça, de laisser pas mal d'espace au, à l'auditeur. Et il ne faut pas le nier non plus, ce qui m'a attiré beaucoup dans la radio, c'était le peu de moyens nécessaires pour en faire. Donc, je suis sorti de l'école, j'ai directement eu envie moi, j'étais plus documentaire, hein, le réel, s'interroger sur le réel qui m'entoure. C'était plus ça pour lequel je suis rentré en école de cinéma, quoi, hein. J'avais ça en tête. Et donc, en sortant de l'école, j'avais envie de faire un documentaire film. Et puis j'ai rendez-vous avec un producteur, un premier rendez-vous, et il m'a expliqué les repérages, le dossier et tout, et ça m'a un petit peu glacé le sang. Et le sujet était assez urgent, donc voilà, je suis parti plutôt sur un tout petit budget, du matos son emprunté à la radio belge, et puis je suis parti comme ça. Et c'est vrai que c'est ça qui a un peu fait mon école aussi, c'est ces formats de reportage radiophonique de environ 1 heure, sans interview, vraiment sans voix off. Voilà, c'est plutôt oui, du son, une rencontre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question, parce que c'est assez vaste, hein. Super. Bon, et puis tu fais des documentaires et tout ça, et puis bon, tu l'as raconté un petit peu hier soir, c'est à la suite du documentaire dans les décombres que quand tu vas présenter à Paris, tu tombes sur ces femmes et qui tapinent et tu te demandes ce qui est, etc., etc. Bon, et là, tu décides d'en faire une fiction. Tout de suite, c'est-à-dire que c'est tout de suite la fiction qui s'est imposée. Il n'était pas question de continuer pour toi de faire du documentaire? Mais c'était un peu le sujet qui l'imposait, parce que, donc, en rencontrant ces femmes, en apprenant leur vécu, d'où elles venaient, enfin, tout ce qui était en jeu dans leur histoire, je me suis dit, voilà, ça, il y a un sujet qui est intéressant, qui m'intéresse en tout cas moi, afin de poursuivre un petit peu le travail que j'avais entamé en Chine il y a maintenant, il y a maintenant 17 ans. Donc voilà, je me suis dit, voilà, j'ai envie de m'intéresser à ces femmes.
Mais le faire en documentaire, étant donné le tabou autour de leur activité, j'aurais dû me mettre à flouter leur visage. Ça aurait été un documentaire, peut-être un bon documentaire, mais un documentaire qui aurait été centré sur la parole. Alors que tout ce que j'avais fait en amont, bizarrement, alors que je vous ai parlé de radio, même mes travaux radiophoniques, c'est pas vraiment centré sur la parole, sur l'information, beaucoup dans les atmosphères et tout ça. Et dans mon travail de documentaire film, mais moi je faisais plus quelque chose qui était proche du cinéma direct, quoi. Donc une caméra au milieu d'une situation, beaucoup de temps au sein d'un groupe, et on capte des choses intéressantes. Et jouer aussi sur le rapport de la caméra est là, tout le monde sait qu'elle est là, et tout ça. Et voilà, ça aurait été, j'aurais pas pu faire ça. Et j'aurais dû construire tout autre chose. Et je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être plus intéressant de me lancer dans l'élaboration de ce projet, mais au travers de la fiction. Fondamentalement, c'est différent, et ce n'est pas différent non plus, hein, parce que moi je vois évidemment tout ce qu'il y a de commun entre un reportage radiophonique, un documentaire film, un film de fiction. Voilà, c'est raconter une histoire, c'est jouer avec des durées, voilà, il y a beaucoup de choses communes aussi. Et je me suis dit que j'avais envie que c'était plus intéressant, et j'avais envie d'essayer de faire ça. Et pour rectifier, j'avais fait quand même 2 courts-métrages fiction avant, un à l'école, en fin d'études, et un autre après dans les décombres en 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus. Alors, on parle de fiction, mais en fin de compte, on a l'impression qu'elle est extrêmement documentée. Donc, je voulais savoir un petit peu. Alors, peut-être justement par rapport à ça, peut-être tu en as un peu parlé hier, hein, nous parler un petit peu de cette région, d'où elles viennent, et pourquoi effectivement il y a cette migration en France. Et puis peut-être aussi, moi, quelque chose qui m'avait étonné quand j'avais vu la première fois, c'est cette une sorte de, enfin, en tout cas presque de racisme entre le nord et le sud au niveau de la Chine. Voilà, peut-être nous éclairer un petit peu là-dessus. Ok. Et la première partie de la question, c'est la région, le Dongmei. Oui, bon, je vais commencer par ça, mais ce n'était pas ta première question, mais je vais commencer par ça. Alors, donc c'est une... oui, voilà. La première partie, c'était que est-ce que c'est vraiment une fiction, enfin, c'est une fiction réaliste, ça c'est certain, quoi. Il y a une grosse partie de mon travail qui a été faite dans la recherche documentaire. Donc d'abord une rencontre avec ces femmes, des gens qui travaillent avec elles, que ce soit les ONG, Médecins du Monde, ou des gens qui travaillent à leur apprendre les bases du français, ou enfin d'autres intervenants comme ça. J'ai été voir non seulement là où elle vivait à Paris, mais aussi là où elle vivait en Chine. Et donc, oui, c'est ma manière de procéder, de rentrer un petit peu dans le sujet, passer du temps, poser des questions, écouter, regarder. Oui, donc tout ce qui est montré à l'écran, ça a formé la matière vraiment du scénario, et la matière de toute la recherche un peu, je vais dire, de direction artistique, même si, bon voilà, ce qui est décor, costume et tout ça est vraiment fort... voilà, c'est réel, quoi. Je veux dire, c'est fort documenté. Non pas pour le challenge de faire quelque chose qui soit tout à fait juste, mais plutôt pour qu'on ne se pose pas de questions là-dessus. Leur histoire est déjà assez compliquée, on va revenir sur justement tous ces rapports entre régions et tout ça, que je voulais vraiment qu'on sente que voilà, cette fiction est ancrée en tout cas quelque part que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais on sent que voilà, ça touche la roche, quoi. Et donc, sur cette base d'informations, de ressentis, j'ai écrit le scénario. J'ai collaboré avec un scénariste belge et une scénariste chinoise, parce que moi je n'écris pas
le chinois. Donc tous les dialogues, moi je les ai faits en anglais, et puis elle les a vraiment affinés par rapport à la manière dont on parle dans cette région-là, chose que moi je n'étais pas capable de faire. Et ça a été tout un processus aussi, cette écriture de scénario, hein, parce que au départ, évidemment, c'est assez plat. Je connais toutes les données du problème, mais le personnage ne ressortait pas. Vous voyez, c'était comme un personnage lambda qui passait par toutes ces phases, comme toutes, parce qu'elles ont plus ou moins toutes le même parcours. Et il a fallu vraiment entrer dans la matière de l'écriture pour qu'un vrai personnage, un vrai caractère de fiction se dégage de cette gangue du réel. Et ça a été un long processus. Pour revenir donc au Dongbei, à la région d'où elles proviennent, donc elles viennent de ce qu'on appelle l'ancienne Mandchourie en fait, hein, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, c'est toutes les trois provinces qui sont voisines à la fois de la Russie au nord et de la Corée du Nord à l'est. C'est une zone qui a été occupée par les Japonais avant la Deuxième Guerre mondiale, et où ils ont, parce que la région est assez riche en minéraux, ils ont installé des grosses industries métallurgiques, aciéries et tout ça. Ce qui fait que et ça a perduré donc pendant toute l'époque maoïste, c'était une zone d'ouvriers avec des grosses industries, et les gens venaient partout de Chine pour travailler là. Donc c'était une zone qui était favorisée, je vais dire, par rapport à d'autres parties de la Chine. On y vivait plutôt bien. C'était des ouvriers. Ailleurs, dans les campagnes, ils avaient le statut administratif de paysans, ce qui formait à l'époque une différence assez flagrante. Je fais une petite saute, et pour vous raconter que les Chinois qu'on voit en Europe, beaucoup aux États-Unis et un peu partout dans le monde, généralement, en grosse partie, c'est des Chinois du sud de la Chine, au sud-sud-est, donc tout ce qui est cantonais, Fujian, Zhejiang, Wenzhou, toute cette zone-là, parce que c'était une zone qui était assez pauvre, rurale, et aussi proche de la mer, donc plus facile pour partir. Donc, ces gens qui sont partis, parfois depuis plusieurs générations, ils ont fait des commerces, supérettes, restos, quoi. Ils se sont bien, pour la plupart, quand même bien intégrés à leur société d'accueil et leur pays d'accueil. Et au jour d'aujourd'hui, là je reviens même au début des années 2000, mais étant donné l'essor économique de la Chine, ces gens qui ont immigré donc en Europe depuis longtemps et qui sont bien établis, ils ont eu envie que leur descendance puisse parler un bon mandarin afin de cultiver les rapports avec le pays, le pays maternel, et pouvoir éventuellement faire du business avec ce pays. Et il se fait que le meilleur mandarin, le mandarin originel en Chine, tout le monde a un dialecte, c'est la culture de l'écrit. Donc l'écrit est commun à toutes les régions, mais la langue orale diffère d'une zone à une autre. Donc ils ont chacun leur dialecte. Et il n'est pas rare, même aujourd'hui, où ça a été uniformisé par Mao avec le mandarin, donc qui est sur base du dialecte du Dongbei. Mais c'est encore pas rare, je vous le dis pour anecdote, de voir deux personnes chinoises qui se rencontrent et qui ne sont pas originaires de la même région, et qui vont se mettre à mettre la paume, quand ils ne se comprennent pas, ils mettent la paume face à l'autre, et ils signent le caractère pour bien faire passer le message, quoi. Et donc je reviens donc au Dongbei, c'est donc là-bas qu'on parle le bon mandarin, et il se fait que du point de vue économique, la région a subi des fortes transformations au niveau économie, société. Enfin, je veux dire, le paysage industriel a vraiment été complètement chamboulé dans le courant des années 90,
parce que les grosses structures d'État ont été cassées en plus petites structures, privatisées, etc. Il y a eu un bain de sang social, et donc la région qui attirait des gens pour venir y travailler a changé de statut, et là maintenant les gens partaient de la région, les Chinois, les gens du Dongbei partaient de la région pour aller travailler dans d'autres parties de Chine et à l'étranger. Donc c'est une zone où on partait, quoi. Et je ne sais pas très bien comment ça s'est su, enfin je ne sais pas très bien comment ça a commencé, mais il se fait que au début des années 2000, vers même 99-2000, on a vu les premières femmes du Dongbei arriver pour faire nounou, donc pour ces familles de riches Wenzhou à Paris. C'est une réalité qui existe à Paris, à Barcelone, à Londres, en tout cas, de ce que je sais, parce qu'il y a des grosses communautés. Maintenant, je ne sais pas, ça existe peut-être encore ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, il y a dû y avoir un appel, comme ça, une demande, mais il se fait que beaucoup de femmes sont parties et que ça a fait chuter les prix. De plus, je crois qu'il y a eu beaucoup de méconnaissances sur oui, combien est-ce qu'elles allaient gagner. Enfin, elles savaient, pour eux, l'Occident, on allait d'office mieux gagner que dans le Dongbei, quoi. Et puis, oui, pour donner une image de cette méconnaissance, il y en a une femme qui me disait mais oui, mais on a vu hein, le taux de change, c'était 1 pour 10, et donc on va gagner 10 fois plus, quoi. Donc il y avait vraiment la certitude qu'elles allaient gagner. Et il se fait qu'ils voyaient que les femmes qui étaient parties avant elles renvoyaient de l'argent. Donc il n'y avait aucune crainte sur le fait que faire la nounou pour des riches Wenzhou à Paris, c'était quelque chose qui gagnait bien. Et donc ce cercle vicieux des femmes qui partent parce qu'elles voient que d'autres gagnent bien leur vie, et sans rien dire sur la vraie réalité de comment est-ce qu'elles gagnent cet argent, et font qu'il y a des nouvelles qui arrivent, et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a toujours à l'heure actuelle des femmes qui arrivent en milieu de vie, hein. Généralement, c'est vraiment... parce que généralement, pour être nounou, il faut quand même aussi avoir des enfants soi-même. Et puis, voilà, c'est un fait comme ça que ce groupe, qui a environ 2500 personnes, maintenant 2500 femmes à Paris, au jour d'aujourd'hui, elles ont entre 35 et 50 ans, ou voire même un peu plus, quoi. Donc c'est des femmes vraiment qui sont là, qui arrivent dans une totale méconnaissance de la réalité qu'elles vont trouver, au milieu de leur vie, sans du tout avoir de lien avec la prostitution par avant, et elles s'adaptent, quoi. Elles s'adaptent parce que les liens, justement, le travail qu'elles sont censées faire, d'une part, ça gagne mal, et d'autre part, c'est très tendu, les relations entre... Là, je reviens à ta question. Les relations entre les Wenzhou et les Dongbei sont très tendues pour de multiples raisons. D'abord, le Dongbei, c'est le nord, les Wenzhou, c'est le sud. Il y a une grosse fracture en Chine au niveau nord-sud, quoi. C'est vraiment des cultures complètement différentes. D'extérieur, sans connaître la Chine, on peut penser que voilà, les Chinois, c'est très homogène, ils s'entraident, etc. Mais c'est vraiment une mosaïque de réalités très différentes. Et donc, sur ces différences culturelles viennent s'ajouter des différences historiques dont j'ai un peu parlé, c'est-à-dire que les Dongbei avaient un statut favorable pendant toute la Chine maoïste, les Wenzhou, au contraire, pas du tout. Donc, il y avait beaucoup de jalousie aussi par rapport à ça. D'autre part encore, quand ils arrivent en France, il y a ce conflit qu'on retrouve aussi dans d'autres communautés, qui est anciens immigrés versus nouveaux arrivants. Et en plus, nouveaux arrivants dont certains membres de la communauté Dongbei passent à la prostitution, et donc donnent une mauvaise image qui se rabat sur tout le groupe.
des Chinois. Donc voilà, c'est vraiment pas simple. La situation que je montre dans le film, donc quand elle est dans la famille Dongbei, ça va même parfois beaucoup plus loin. Il y a des femmes qui ont été séquestrées, des violences physiques, etc. Donc ça peut aller bien plus loin que ça. Mais donc le fait est que la majorité des Dongbei, quand elles arrivent, elles passent par effectivement cette case nounou et elles partent assez rapidement parce que ça ne va pas. Elles retrouvent d'autres Dongbei, ils arrivent à faire des petits groupes comme ça de solidarité. Et puis vient la question, qu'est-ce que je fais? Je rentre. C'est tout à fait possible. Hein. On n'est pas dans le cadre d'un trafic d'êtres humains. Hein. Elles sont là. Elles pourraient rentrer. Elles n'ont plus le passeport parce qu'elles ont dû le donner au groupe de touristes parce qu'ils veulent essayer d'éviter que des gens partent parce qu'ils doivent payer après des amendes. Mais c'est possible de se refaire un passeport. À un moment, même, le gouvernement français encourageait les départs. Il donnait même un petit billet pour essayer de les inciter à partir. Mais partir, c'est faire face à l'échec, c'est faire face à la dette qui a été contractée pour venir, parce qu'il faut savoir, ça c'est aussi un petit peu compliqué, mais le gouvernement français, sachant qu'elles viennent de là, d'où elles viennent, elles ne reçoivent pas de visa. Donc il faut un peu manœuvrer. C'est une organisation un peu semi-mafieuse qui les aide à faire partie de ces groupes. Et donc c'est environ 12 à 14 000 euros qu'elles s'endettent pour faire ce trajet. Mais c'est possible, il y a moyen de rentrer. Maintenant, elles décident en grande partie de consentir à la prostitution parce qu'elles s'accrochent à leurs rêves et qu'elles sont un petit peu obnubilées aussi par le futur de leur famille et qu'elles sont prêtes à mettre leur propre présent entre parenthèses et à endurer. C'est d'ailleurs toute cette thématique-là qui m'intéressait dans mon choix de sujet, quoi. Et donc, elle passe à la prostitution. Voilà. Ça fut une longue réponse. J'ai un peu pris des chemins de traverse. Mais... Oui, mais en tout cas, quand on dit que ta fiction est très documentée, par rapport à ce que tu viens de nous dire, merci en tout cas de toutes ces explications économiques et sociales. Alors, j'allais dire, ça n'a peut-être pas dû être si facile que ça, parce que je suppose que le gouvernement chinois, ça ne les amuse pas que tu traites d'un sujet pareil. J'aimerais savoir si tu as eu des difficultés à monter le film, et notamment de trouver cette actrice magnifique, je veux dire dans son jeu, et qui est une actrice qui commence à être connue, et notamment dans l'art et essai en Chine. Donc, savoir un petit peu comment ça s'est passé et comment tu as travaillé avec elle. D'accord. Et si elle a accepté, comment elle a accepté de jouer ce rôle. Alors, donc, oui, maintenant je suis un peu entre les deux, mais j'ai longtemps vécu full-time là-bas, donc je suis assez connecté à cette réalité, notamment aux réalités de la production. Donc, j'avais un producteur chinois pour le film. Mais je savais très bien aussi qu'il était inutile de demander une autorisation de tournage pour ce projet. Parce que ce n'est pas tellement la question de la prostitution, mais le film raconte l'histoire d'un personnage qui, à un moment de sa vie, pense que pour avoir un avenir meilleur, ça passe par un voyage à l'étranger. Un projet immigrationnel. Et ça rentre complètement en contradiction avec la vision que le gouvernement chinois a de lui-même, une vision très paternaliste comme ça. Hein. Il doit assurer le bonheur des Chinois en Chine. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait la demande pour avoir le visa de censure au niveau du tournage. On savait très bien qu'on pouvait, il y a beaucoup de films qui sont comme ça en Chine d'ailleurs, au niveau du tournage, qu'on n'allait pas être embêté. La Chine, c'est un pays qui est assez fliqué, mais il n'y a pas, il n'y a pas un policier à chaque coin de rue à demander qu'est-ce qu'on fait, etc. D'autant plus que
voilà, on était quand même dans une région où on avait beaucoup de contacts qui eux-mêmes connaissaient des gens. Donc la Chine, c'est ça, hein, c'est un fil. À partir du moment où on a le fil, on tire et il y a tout qui vient avec, quoi. Donc on avait assez de gens de confiance sur place pour pouvoir construire un environnement de tournage safe à Benxi, donc au Liaoning, dans le Liaoning, un peu au sud de Shenyang, une petite ville. Et le problème, en fait, il se situe plus au niveau de la distribution. Mais je vais en parler après. On en est au tournage, là. Donc, comment est-ce que... D'abord, dire aussi qu'on a eu Donc d'abord, oui, l'actrice. L'actrice, ben, moi j'avais vu des films dans lesquels elle jouait, Chichi, et voilà, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose, comme on dit chez moi. Et donc j'ai directement pensé à elle. Je l'ai rencontrée, je lui ai parlé du projet. Une femme très accessible. C'est vrai qu'elle elle a une partie de sa carrière, elle est modèle de mode, fashion, ouais. Et l'autre partie, elle est actrice, mais elle reste vraiment très accessible, et ça a été facile de la rencontrer, de lui parler. Elle a directement bien compris le pourquoi du projet, même si elle n'était pas du tout au courant de cette réalité parisienne. Et puis elle m'a fait confiance, quoi. Elle m'a fait confiance. Je crois qu'elle avait aussi envie de travailler à l'étranger, dans une coproduction internationale. La Chine, c'est un peu une grande prison. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Et même culturellement, il y a beaucoup de frustration de ne pas faire des choses à l'international, vous voyez. Et toute opportunité aussi est bonne à prendre à ce niveau-là. Donc ça a été relativement facile de la convaincre. Il se fait aussi qu'elle est plutôt habituée au deuxième rôle de très bons films, hein. Elle a notamment participé à un film Misery de Loyer qui a été à Cannes en compétition, donc elle a monté les marches et tout ça. Mais plutôt en deuxième rôle parce que elle n'a pas le physique type de l'actrice chinoise. Et en Chine, encore pire qu'aux États-Unis ou en Europe, les acteurs doivent avoir vraiment un physique nickel, selon un certain modèle, critères bien précis. Et donc, elle est très jolie. Tout le monde, je pense, s'accordera à dire ça. Même un peu plus jolie, je veux dire que la moyenne des femmes que j'ai pu croiser dans les rues de Paris, hein, il faut bien se l'avouer. Mais néanmoins, c'est une beauté un petit peu particulière, quoi. Et là, je lui ai donné en fait son premier rôle dans un long métrage. Je suis très, très content de ça aussi. Très fier parce qu'elle va faire beaucoup de choses, à mon avis. Et donc voilà, elle fait partie d'une agence d'acteurs qui appartient à une grosse société qui notamment fait de la distribution et investit dans le film. Donc via elle, on a réussi à avoir de l'argent en Chine pour un film qui ne serait pas montré en Chine, ce qui est quand même un beau challenge, hein. C'est pas évident d'avoir des gens qui sont prêts à mettre de l'argent comme ça alors qu'ils savent bien qu'ils vont pas les récupérer directement. Et donc ça s'est fait, le tournage s'est fait, c'est bien fait, on n'a pas eu d'ennui à le faire. Et ce n'est que maintenant que le film est fini, qu'on est vraiment confronté à la limitation des possibilités de le montrer en Chine. Parce que la censure, la véritable censure, elle s'opère vraiment au niveau de la distribution. Et donc... c'est très tendu pour le moment, l'ambiance politique, c'est très tendu en Chine, donc ce n'est pas le moment de faire une demande de régularisation. Éventuellement, on pourrait essayer, parce que quand même, au cours du film, on voit bien que
elle pose un regard différent en fin de film sur tout ce parcours, sur l'énergie qui l'a poussé à partir, et puis donc, voilà ce qu'elle pense être important à la fin. Il y a quand même tout un trajet qui est fait. Donc, si on tombe sur des censeurs un petit peu ouverts d'esprit, et on pourrait éventuellement espérer qu'ils puissent donner l'accord, mais pour le moment, les producteurs là-bas ne veulent même pas essayer parce qu'ils savent que ce n'est pas le bon moment. Mais il y a un intérêt pour le film en Chine, parce que lors de la sortie belge, le film est sorti en salle en Belgique déjà au printemps, et là j'ai eu des demandes d'interviews de médias chinois qui ont fait des interviews, qui ont fait des petites vidéos avec des images du film, d'interviews et tout ça, et ça a été posté sur les réseaux sociaux là-bas, et c'est monté en flèche en 10 jours à 30 millions de vues. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour le film, mais voilà, c'est pas encore le moment d'essayer de le montrer. Maintenant, même si, et ça sera probablement le cas, il ne sera pas visible dans tout le circuit commercial, il y aura quand même moyen de le voir. On va se démener, et c'est ce que j'ai fait aussi pour mes documentaires avant, dans les décombres et tout ça. On s'est quand même démené pour le montrer dans des ciné-clubs, dans des universités. Il y a tout un circuit un peu parallèle, pas commercial, mais où on peut quand même atteindre un certain public qui est possible, parce que tout n'est pas blanc et noir en Chine. Il y a une grosse zone de gris où des choses sont quand même possibles. Voilà. Donc on fera le maximum pour qu'il soit vu. On a beaucoup parlé de la Chine, mais je trouve que ce film, que je trouve magnifique, va bien au-delà, parce que c'est vraiment toute une histoire de couple aussi. Et je trouve que ça interroge vraiment toute la question, justement, au sein du couple, de la place de chacun, de ce qu'attend l'autre, de ce que ne veut pas voir le mari et n'interroge pas. Et ce retour qui est très intéressant, où finalement les choses se disent et sont insupportables, mais vous laissez très ouvert ensuite cette histoire de couple. Enfin, voilà, je trouve que ça prend aussi une dimension par ce retour qui est un peu qui sort de la Chine, et qui est vraiment la question aussi de l'argent, la question de la survie, la question de l'avenir, et la question de la confiance des uns et des autres. Voilà, je trouve ce film absolument merveilleux. Et le personnage de ces femmes, parce que toutes ces femmes ont une dignité extraordinaire. Enfin voilà, je trouve que vous avez un regard sur ces femmes qui est très beau. Merci beaucoup. Ben oui, il s'agissait d'aller bien au-delà. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du contexte, parce qu'en même temps, il est important pour bien saisir les enjeux de ce qui nous est montré. Mais en même temps, je ne me suis pas attardé non plus à tout expliquer dans le film, et le mandarin, du dongbei, tout ça. Ici, on est dans une tchatch après-film, et voilà, ça peut avoir son intérêt de replacer tout ça. Mais mon ambition, c'était de faire une fiction. Donc d'être proche d'un personnage, mais finalement, ouais, mon ambition, c'était vraiment d'emmener les spectateurs, dont une grosse partie, je savais qu'ils n'avaient pas de lien particulier avec la Chine, avec la culture chinoise, etc. Mais dans cette histoire, et pouvoir reconnaître Lina, Yumei, et toutes les autres comme des femmes proches, quoi, avec lesquelles on pouvait être en empathie, et qui puissent nous interroger en même temps, parce qu'on sent quand même des différences culturelles parfois. Mais donc oui, le couple, c'était là aussi dès le départ. Parce que c'était ça que j'essayais d'interroger, comme quand je vous ai parlé de temps, cette femme qui est obnubilée en début de film par le futur, par le futur pour sa famille, etc. Ce sens du sacrifice, que le présent n'a finalement peu d'intérêt, et le fait que voilà, elle-même, c'est pas ça qui compte, quoi.
Toutes ces notions-là, c'était des notions, vraiment sur lesquelles je pouvais vraiment m'accrocher pour raconter un personnage de fiction et le travailler. Donc, je suis content si j'ai l'impression que le film touche à ce niveau-là, quoi. Pas sur le fait d'avoir été un. Oui, il y a ça, il y a le fait d'être informé d'une réalité que les gens qui n'habitent pas Paris ne connaissent peut-être pas, mais il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi, une dimension humaine. J'ai l'impression que ça touche les spectateurs, et tant mieux. C'était un peu ça qui était recherché. Moi, je voudrais vous dire que j'ai été bouleversé par votre film. Et malgré tout, j'ai une question en amont, dans la préparation de votre film qui est super documenté. C'est quelque chose qui m'interpelle. Pourquoi ce sont les femmes qui partent ? Alors, c'est justement lié à cette question de nounou et de s'occuper des enfants. Parce que, oui, mais les hommes, c'est-à-dire que les hommes, il y a des hommes qui partent aussi, mais généralement travailler d'autre part en Chine, dans d'autres régions de Chine. Il y a certains hommes dongbai qui viennent à l'étranger travailler, mais la grosse majorité, c'est un groupe assez atypique, parce qu'effectivement, je crois que c'était 95% des dongbai donc, en France, illégales en France, c'était des femmes. Et donc ça, c'est très particulier, et des femmes d'un certain âge. Et cette spécificité-là, elle est due à l'histoire originelle de la demande de nounou, je pense. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Maintenant, la femme chinoise, elle bosse et ça lui arrive souvent de partir du foyer pour bosser pas à l'étranger, mais dans d'autres villes. Le fait un couple a des enfants, un jeune couple, ils ont des enfants, ils mettent l'enfant chez la grand-mère, et puis l'homme part ailleurs travailler, la femme part dans un autre endroit encore travailler, là où il trouve du travail en fait. Et il n'est pas rare que ces couples ne se voient que 3 semaines par an au moment du Nouvel An chinois. Donc le fait de partir aussi et d'aller gagner ses sous pour la famille, c'est pas quelque chose qui est juste propre à ces femmes-là. Ça existe déjà à l'intérieur de la Chine. Voilà. Oui, alors, donc, effectivement, vous avez répondu à ma question par rapport au nounou, mais votre personnage principal, ainsi que les autres femmes d'ailleurs, on sent que c'est elles qui portent l'avenir du couple, finalement, à travers leur sacrifice, et ça aussi... oui, les femmes chinoises laissent leur mari, je vais dire, à l'extérieur de la maison. C'est le mari qui, entre guillemets, apparaît comme celui qui prend les décisions, qui prend la parole dans les groupes, etc. Ils vont laisser leur mari parler. Mais à l'intérieur de la famille, généralement, c'est la femme qui un peu donne les orientations, garde les cordons de la bourse, porte un peu la culotte, comme on dirait ça comme ça. Merci. Oui, effectivement. Le monsieur, il en a parlé là, du mot sacrifice. Je crois que c'est ça aussi qui t'a... C'est sous-tendu, là, même dans tes notes d'intention, dans ça. C'est ça qui t'a intéressé. Pourquoi ces femmes vont jusqu'au bout ? Pourquoi elles vont jusqu'au bout de leurs rêves ? Et pourquoi et que le sacrifice, c'était sous-tendu pour toi, ça ? Oui, dans mon travail documentaire, j'ai eu l'occasion de voyager un peu dans la Chine entière, et j'ai beaucoup rencontré de ces femmes que j'ai trouvées toujours vraiment extrêmement fortes, quoi, et extrêmement prêtes à beaucoup de choses pour leur famille, même des images visuelles qui me reviennent quand j'ai fait un film autour du barrage des Trois Gorges et de tout le lac qui est monté, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, début des années 2000. Et donc j'étais là-bas, et c'était des femmes qui conduisaient les bulldozers pour construire le barrage.
parce qu'elles étaient beaucoup plus pliables que les hommes, elles buvaient pas, elles étaient beaucoup plus endurantes au travail. Et donc, il y a ces images encore que j'ai de ces femmes, parce qu'il y avait plusieurs bulldozers qui travaillaient de front, c'était chaque fois des femmes qui étaient là, et elles travaillaient des heures et des heures. Enfin, voilà, et j'avais envie de pouvoir... quand j'ai rencontré ce sujet, je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen à ce moment-ci de faire un film autour de ces questions, mais à l'intérieur, enfin, voilà, je ne suis pas une femme, mais c'est un portrait de femme, quoi, quand même, un portrait d'un groupe de femmes. Et pouvoir justement, oui, faire ressentir cette dignité quand même que j'ai ressenti vraiment fort aussi en côtoyant ces femmes prostituées, de garder cette force, quoi. Elles gardent, c'est pas elles parlent jamais d'elles en tant que victimes, elles sont pas dans le misérabilisme, etc. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup touché et que j'ai essayé de reproduire dans la manière de filmer ça. C'est d'ailleurs aussi ça qui m'a orienté vers le choix de mon opérateur. Parce que mon opérateur, je sais que tu allais me poser la question, c'est pour ça que je te devance. Donc j'ai choisi donc Benoît Dervaux, qui est un opérateur belge, qui est connu pour son travail avec les Frères Dardenne. C'est lui qui tient la caméra des Frères Dardenne, mais je l'ai choisi plus encore parce qu'il a une pratique documentaire que moi je connaissais, c'est un ami à moi, et donc j'avais vu ses films. Il l'a d'ailleurs montré il y a quelques années visiblement à Jindou, des documentaires qu'il a fait, et il a fait différents films, mais c'est notamment un qui se passe dans un lieu d'internement pour personnes déficientes mentales, mais un peu dans l'antipsychiatrie. C'est un peu comme la Borde, je ne sais pas si vous avez vu la moindre des choses, ouais, mais en Belgique. Et donc, mais et aussi sur des enfants en Roumanie, des enfants des rues, mais c'était chaque fois des sujets, des personnes fragilisées, que ce soit socialement, enfin à tout niveau, c'était des personnes fragiles. Et j'ai toujours été touché par le regard qu'il posait, la juste distance, ni trop proche pour être trop dans le dedans, dans le gluant, ni trop lointaine, mais vraiment une vraie belle, juste distance humaine. Et c'est ça que j'avais envie, et c'est ça qu'ensemble, on a pu, je pense qu'on est arrivé à ça, d'avoir un regard qui puisse transmettre la dignité que moi j'ai vue en les rencontrant, quoi. Notamment aussi ces scènes dans les rues de Paris et tout ça, où tu n'as pas reconstitué un quartier de prostitution, mais où tu es allé au cœur du quartier. Je voudrais savoir un petit peu comment ça s'est passé, justement. Parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, on est quasiment dans un documentaire. On n'a pas le sentiment que tu as donné des indications. Tu vas de là et là. On a l'impression que ce personnage, il arrive à capter les corps et les visages. Je ne sais pas, ou alors je me trompe. Non, mais tout ce qui est... en fait, tous les extérieurs, on les a fait à Paris. Les intérieurs, on les a fait à Rennes. Ça ne se voit pas du tout, mais c'est pour des raisons de production. En plus, c'était bien agréable de tourner avec les techniciens bretons. Mais tout ce qui a été fait à Paris dans la rue, ça a été fait vraiment à l'arrache. Donc on n'avait pas du tout ni l'envie, ni les moyens de bloquer les rues, réorganiser une figuration et tout ça. Donc, et Benoît et moi, on était aguerris un petit peu au documentaire, quoi, hein, donc ça ne nous faisait pas peur. Et l'actrice s'est très bien prêtée au jeu. Et donc l'actrice elle-même ses déplacements sont définis, si tu veux, mais tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment purement la vie du réel, et c'est ça qu'on voulait. C'était encore une fois ancrer cette histoire dans quelque chose qui sente où la vie passe à travers, quoi. Et donc à Paris, on a fonctionné comme ça pour les extérieurs. On est descendu dans le métro sans vraiment d'autorisation d'ailleurs, mais pour avoir ce grain-là.
Et dans les intérieurs, on a un peu suivi la même démarche, mais forcément organisée différemment. C'est qu'on a plutôt misé sur une base de plans séquences, donc une espèce de chorégraphie qui se faisait entre la caméra et les acteurs, afin d'avoir un peu au maximum des blocs d'espace-temps, pas trop trifouillés au montage, pas trop ajustés, pour encore une fois ancrer le film dans un moment. Et c'est toi qui as vraiment demandé au chef-op, justement, parce qu'ils sont beaux ces plans séquences, c'est une demande express. Ah oui, j'avais ça dans la tête depuis le départ. Toi, clair, ça. Et alors, bon, la manière dont on les organise, Benoît est très présent pour définir les choses, comment elles doivent se passer. Mais le grain, oui, mais vraiment le sentiment que le spectateur peut recevoir, ça, il était clair dès le départ. Maintenant, le cheminement pour y arriver, c'est un travail de collaboration. On a fait ça à deux, ouais. Alors, tu as parlé de cette actrice. Juste, excusez-moi, je finis juste, et puis je vous donne la parole. Mais il y a des tas d'acteurs non professionnels. Alors, oui. je voulais savoir si c'était une raison économique ou si c'était un parti pris pour toi, et comment tu as travaillé avec ces gens. Alors, c'était un parti pris et une raison économique en même temps. Je crois que l'économie détermine aussi des choses. C'est pas inintéressant, mais c'est sûr que moi j'avais ça dans la tête dès le départ, c'est-à-dire de vraiment constituer un groupe du dortoir avec des gens vraiment d'horizons très différents. Ça m'a pris longtemps de faire ce casting à Paris et en France en général, et on est arrivé sur un bon groupe, je trouve, vraiment, avec des gens qui n'avaient aucune expérience de cinéma, d'autres un tout petit peu, une femme qui avait même vraiment le trajet de l'immigré d'Ombay, je vais dire un peu comme toutes ces femmes. Et on a travaillé ensemble et ça a donné un petit peu la cohésion, quoi, autour du projet. Et voilà. Et comment vous avez travaillé ensemble ? D'abord autour du texte, pas mal, se rencontrer. Donc Chichi est venue bien en amont. J'avais travaillé avec entre guillemets les Françaises avant ensemble, mais Chichi est venue bien en amont pour les rencontrer. Et puis d'abord autour du texte, puis dans l'espace, on a joué ensemble, fait un peu des impros aussi, même si les impros n'ont pas vraiment servi au film, parce que le film est très écrit. Finalement, les dialogues, tout ça, c'est très écrit, mais elles ont servi à se rencontrer. Et voilà, je crois que oui, je suis assez content de ce mélange. Allez-y, madame, je vous donne enfin la parole. Allez. En amont, quand vous avez travaillé sur le sujet, est-ce qu'en Chine même, c'est un sujet qui n'est pas abordé, ou enfin sur lequel il y a un voile ou un blackout? Donc, est-ce que vous avez pu, peut-être aussi par votre implication en Chine, si j'ai bien compris, arriver à avoir des éléments véritablement de la part des Chinois sur cette situation-là et sur les retours? Oui. Effectivement, donc c'est blackout total, tabou. La vérité, elle filtre, mais au sein des familles, et ça dépasse pas la famille parce qu'il y a trop de honte. C'est pour ça que ce système continue, je vous l'ai dit. Mais c'est un tabou. Mais j'ai su quand même, via mes contacts que j'avais fait en France, pouvoir retourner en Chine et justement me renseigner sur l'avant, sur l'après et tout ça. Mais ça s'est fait via mes contacts à Paris, quoi. Si j'avais été directement en Chine, j'aurais pas réussi à faire ce chemin. Le film n'aborde pas la question du proxénétisme. Est-ce que ces femmes réussissent à fonctionner? Il n'aborde pas la question du proxénétisme parce que dans le cadre de ce groupe-là, il n'y a pas de proxénètes. Ce sont des femmes self-supported, quoi. C'est vraiment elles qui décident
de passer à la prostitution et elles qui gagnent, enfin qui récupèrent l'argent de leur travail en fait. Oui. Maintenant, à Paris, il existe de la prostitution chinoise contrainte dans le cadre d'un système de traite des êtres humains mafieux, mais ça s'applique à des jeunes chinoises, des femmes de 20 ans qui peuvent gagner bien plus d'argent. Donc on les fait venir, on les fait travailler, et à ce moment-là, c'est vraiment un système de proxénète qui est mis en place, quoi. Mais ici, c'est pas ça. C'est de la prostitution consentie. Tu dis même, toi, dans tes écrits, que si ça avait été ça t'aurait pas intéressé de faire le film. Non. Non, pour moi, c'était déterminant que ça soit des femmes qui rencontrent ça, qui se trouvent au mauvais moment, au mauvais endroit, mais par leur désir de quelque chose, elles se trouvent dans cette situation, au milieu de leur vie, sans avoir d'apprentissage, de connexion par rapport à tout ce milieu. Et il y a une décision à prendre, il faut s'en sortir par rapport à cette situation, et c'est ça qui m'intéressait. Oui. Voilà. Oui, juste à distance, quelques heures après avoir vu le film, aujourd'hui, je voudrais juste témoigner de ce qui me reste comme ligne de force, en fait, et cette tension, en fait, entre les hommes clients européens, les hommes qui attendent là-bas, cette espèce de ligne de tension, et au milieu, ce nid de femmes chaleureux et dans une complicité, comme un nid, en fait, avec la froideur, en fait, des écrans pour les maris qui attendent et la froideur des clients qui consomment. Voilà, cette question quand même du féminin aussi et du masculin dans ce monde-ci, même s'il est contextualisé. Voilà. Merci. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la fin, qu'on appelle au cinéma une fin ouverte. T'as décidé de faire une suite ou... Non. Mais la fin, c'était vraiment la fin du scénario. C'est-à-dire que la dernière ligne du scénario, c'était « Est-ce que tu as de l'ail ?» Et j'ai filmé ça. Et pourquoi alors ça aurait pu être... Ça aurait pu être du gingembre ou autre chose, mais il se fait que c'était important que ça soit en tout cas autour de la nourriture. Parce que c'est vraiment une activité pour les Chinois, pour les Français aussi, pour un peu tout le monde, mais pour les Chinois, la nourriture, c'est vraiment le repas, c'est essentiel. Et donc, pour vous dire, par exemple, pour demander comment ça va, on va dire, t'as mangé ? Donc, c'est vraiment beaucoup de choses tournent autour de la nourriture. Et la nourriture, c'est la famille. Et donc, de revoir cette reprise de contact, même si elle est encore un peu froide, Lina reste droite, elle ne s'est pas complètement... ça reste un personnage qui est... droit, elle, lui aussi, donc ils ne se sont pas encore complètement retrouvés, mais il y a quelque chose qui reprend là dans un début de voilà. Et moi, j'avais pas envie je trouvais ça plus intéressant de laisser cette question ouverte, pas parce que je voulais pas parce que j'avais pas d'idée de me positionner, j'aurais pu faire se terminer ça comme ça ou comme ça, mais je trouvais ça plus intéressant que le spectateur garde cette non-finitude, parce que ça le ramène justement à ces questions qui sont les questions du film, voilà,
voilà, il y a véritablement toute une histoire, tout un trajet de lui, de elle qui va devoir être digéré. Il y a un travail qui va devoir être fait s'ils veulent continuer d'être ensemble. Hein. Donc le fait de ne pas finir et de dire ça se termine comme ça, happy end ou l'inverse, ben justement ça nous ramène à ces questions. Et ça nous fait revivre un petit peu le film, et je trouvais ça plus intéressant. Et fondamentalement, c'est la manière dont ils vont sortir de ça. Ça les regarde finalement, et ils vont faire leur vie. Voilà. On sent une fin ouverte, optimiste quand même. Mais quand même, ouais, c'est pour te pour être honnête, je disais, les acteurs viennent me trouver au moment du tournage, ouais, etc. Oui, alors, mais quoi? Et je leur ai dit, parce que voilà, pour moi j'aimerais bien que le spectateur, il leur donne 70% de chance d'être ensemble encore après. Et d'aller au-delà. Combien de pourcents? 70. Voilà. Bon. En tout cas, si on s'était connus avant, je t'aurais donné une idée quand même pour vraiment la fin du film. Parce que, non, mais je vais dire pourquoi. Pour avoir un peu plus de sous, tu aurais dit, est-ce que tu as de l'ail violet de Cadour? Et là, ouais, des fois. Alors, juste un petit peu pour terminer, parle-nous un petit peu du titre. Bon, Bitter Flower, c'est marqué fleur amère, tout ça, mais en chinois, ouais, c'est se jeter à l'eau. Oui, le vrai titre. Oui. Parle-nous un petit peu de ce titre. Le vrai titre du projet, ça a tout le temps été Xiarai. Parce que Xiarai, c'est une expression en chinois qui a plusieurs sens, dont deux principaux. Le premier, c'est à l'époque où tout le système économique a changé en Chine, où la Chine s'est ouverte au marché, etc. Ça revenait souvent le fait de se dire il faut se jeter à l'eau. Il faut ne plus attendre que l'État nous donne du travail, un logement. Il faut se jeter à l'eau, il faut lancer des business. Il faut qu'on se lance dans les business et qu'on gagne notre propre argent comme ça. Et c'était un slogan qui était encouragé par l'État, évidemment. Hein. Et quand, moi ça je connaissais, c'est assez connu comme expression qui est en rapport avec ça. Mais quand j'ai rencontré ces femmes à Paris, elles sont très pudiques et donc même dans leur manière de parler de la prostitution, elles ne vont jamais dire la prostitution enfin, elles ne vont jamais employer des mots crus ou des expressions trop claires. Elles vont dire travailler dans la rue ou faire le travail ou justement se jeter à l'eau. Et je trouvais que justement l'écho entre ces deux significations autour de cette même expression, je trouvais que ça avait un sens fort. Donc voilà. Mais en français, se jeter à l'eau pour un titre, je trouvais pas ça tellement bien en fait, tellement en tant que titre quoi. Hein, je trouvais ça pas terrible. Et donc j'ai plutôt choisi de faire référence à un dialogue dans le film quand le mari lui montre l'endroit qu'il a trouvé avec les sous qu'elle a envoyés pour se lancer dans leur business et qu'il lui montre ça pour la première fois. Et il lui cite, il voit qu'elle est un peu troublée, émue, et donc il lui cite un proverbe chinois, parce que les Chinois parlent beaucoup par proverbe comme ça, et il lui dit, tu sais, les plus belles fleurs arrivent éclosent après les hivers très rudes. Et donc, fleur amère fait référence à ce proverbe et ce moment dans le film, en fait. Je trouvais que ça sonnait mieux, bitter flowers, fleur amère, que se jeter à l'eau. Mais en chinois, ça reste charai. Merci à toi, en tout cas. Merci. Attends. Juste, peut-être... Non, c'est pas fini, attendez, c'est pas fini. Mais, nous dire la prochaine fois, donc, fiction, documentaire?
Et tu reviens avant 10 ans? Je vais essayer de revenir avant 10 ans. Ouais. Mais je ne sais pas si ça sera pour un documentaire ou une fiction. J'ai beaucoup aimé mon travail sur la réalisation de cette fiction. C'était vraiment, j'ai vraiment découvert plein de choses et ça m'a beaucoup plu. Mais le documentaire me plaît aussi. Je suis un peu plus seul évidemment, mais voilà, c'est aussi bien. Et je reviendrai à Jindou avec grand plaisir. Hein. Et merci infiniment. Merci au festival. Merci beaucoup. Merci.